RNCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Mes trois invités togolais sont restés avec moi. David Asiba Johnson, vous vouliez... Oui, je voulais dire tout à l'heure... au radicalisme observé. Oui, c'est cela. Il y a un problème qui est celui politique intérieure versus politique extérieure. Dans cet échange de nos deux frères, il faut bien comprendre la problématique. Donner un blanc-seing à des actes relatifs à la politique extérieure n'induit pas forcément que la politique intérieure est conduite de manière optimale. Donc, la position de Karl Kaba s'entend à titre de cohérence par rapport à sa posture. D'accord ? Mais il me semblait que le sujet était de dire, vis-à-vis de la politique extérieure, la posture togolaise, comme il le qualifie des temps d'historique, et j'avais attiré votre attention en disant qu'en fait, je restais énormément sur notre faim quant à la position de Togo relativement à la CEDEAO. Parce que le problème, c'est le problème de la CEDEAO. Est-ce que les institutions fonctionnent correctement ? N'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons recevoir des ordres ou des interventions par rapport à des membres qui ne sont pas de la CEDEAO? Ah, mais ça, c'est pas officiel, ce n'est pas, mais ce n'est pas statutaire. Donc mais les statuts de la CEDEAO mais d'accord, nous avons ressenti les effets. Oui, bien sûr. Alors, oui. Par ailleurs aussi, il faut rajouter, est-ce que le quorum est atteint pour une décision qui est prise pour qu'elle soit effective? Donc alors, quand je reviens sur la test de résilience, de robustesse inhérente à la CEDEAO, le problème est là. Le reste, ce n'est que discuter sur le sexe des anges. Dysfonctionnement institutionnel, problème politique. Inversez-vous au niveau de la CEDEAO. Mais comment envisager sa refonte? Vous pensez, est-ce qu'il est aujourd'hui imaginable que cette organisation sous-régionale disparaisse? Comment imaginez-vous sa refonte? Et par qui? Mais écoutez, vous constatez avec moi que 4 nations, que ce soit effectivement le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, décident d'aller en guerre, alors qu'il y a 15 États. On peut décider comme ça, d'aller attaquer et restaurer quelqu'un. Peut-être les autres sont pour, mais ils ne veulent pas le dire publiquement. Peut-être, parce que nous, on n'est pas dans l'enceinte de la CEDEAO, enfin, on n'est pas au lieu où se décide, où se délibèrent les prises de Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous entendez souvent parler que nous voulons une CEDEAO des peuples. Nous voulons une transparence. Comment se fait-il qu'on pourrait débattre des problèmes qui concernent des citoyens et qui ne soient pas au courant? J'attire votre attention sur quelque chose qui vient de se produire récemment au niveau de l'Australie. L'Australie a pris une décision de consulter les aborigènes, les Mélanésiens, qui étaient sur place, qui représentent à peine 2% de la population. Oui, après les avoir marginalisés pendant des siècles. Mais 90% de la population qui était des locaux d'herbe se sont opposés au fait qu'on puisse consulter ces 2% de la population par rapport aux décisions qui seraient prises. Donc vous voyez très bien qu'il y a un problème qui se pose essentiellement sur les institutions et essentiellement, ce que je pourrais dire, sur les modes de gouvernance. D'accord ? Il ne s'agit pas simplement de prendre position et d'énoncer des choses, mais il y a des mots beaucoup plus profonds et nous devons nous atteler à ces mots profonds. On va faire évoluer le débat en regardant vers l'avant, vers demain. Alors, Monsieur Tété, aujourd'hui, si vous êtes attaqué, comme vous le voyez là, c'est parce qu'il y a une demande, une attente en termes d'ouverture politique, en tout cas plus d'ouverture politique, en termes de davantage de garanties de droits, davantage de liberté, en tout cas davantage d'espace de liberté, davantage d'ouverture politique. Est-ce que dans la pratique politique qui est la vôtre aujourd'hui, il est à espérer que, effectivement,
à l'avenir, des réformes politiques pourraient être entreprises de façon à ce que le discours que vous entendez là soit pris en compte véritablement et que le jeu politique togolais ne soit plus entaché de ces critiques que profère ici Karl Gaba. Oui, mais moi, je dirais, tout en faisant l'analyse de la situation politique dans notre pays, le Togo, les choses évoluent. Les choses évoluent. J'ai comme l'impression que M. Gaba soit déconnecté des réalités où actuellement, il y a même... Donnez-nous quelques exemples. Non, actuellement, si vous consultez les acteurs politiques, il y a même eu un cadre permanent de dialogue qui a été créé où les acteurs politiques ont participé à des sujets importants qui engagent la nation. Certains acteurs politiques, délibérément, ont choisi de ne pas y aller. Ces acteurs politiques, avec leur parti, ont leurs raisons, mais le choix a été donné. Vous savez, lorsqu'on définit le champ politique togolais, ça ne se résume pas à une entité, à une obédience politique, parce qu'il y a plusieurs partis politiques au Togo. Maintenant, est-ce à dire pour certains que parce que X n'est pas là, donc le champ ou bien le cadre n'est pas assez conforme. Donc je dis, les acteurs politiques ont toujours cette chance aujourd'hui de discuter des problèmes du pays. Mais lorsque vous choisissez délibérément de faire la politique de la chaise vide et d'inonder après les réseaux sociaux dans des critiques, donc là, nous n'allons pas évoluer. Et là, je ne suis pas contre les critiques qui sont portées par mon compatriote M. Gaba. Ce sont des critiques qui peuvent amener sur le plan national les acteurs politiques à revoir leur copie, à savoir là où on pointe le doigt, qu'on peut encore améliorer les choses. Donc, il faut évoluer. Et vous savez, il y a, disons, un adage qui dit que l'adulte apprend en faisant. Si nous comparons comment le mode d'évolution du pouvoir a été fait en 2005, cela a été rattrapé. Et aujourd'hui, nous avons des élections qui ont été transparentes, qui ont été qualifiées par les missions d'observation. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé est dans la mise en pratique de sa politique. Mais cela ne voudrait pas dire que Faure Gnassingbé est un ange. Vous dites deux choses. Toujours des insuffisances, mais que ces insuffisances soient relevées tout en insistant également sur les points assez positifs. Donc on ne va pas venir sur ce plateau juste pour peindre le pays en noir, tout en oubliant que le noir est une couleur. Vous avez cru à ce qu'il a dit? Ah, moi, je ne suis pas... Non, franchement, ça l'égoré, là. Mon avis... Vous y avez cru? Mon avis ne compte pas. Ces éléments de langage, là. Son discours qui nous a débité sur le bonheur de vivre au Togo, sous le règne de Gnassingbé, de Faure Gnassingbé, avec un dernier assassinat, là. Majulba, qui l'a tué. Atchouché, qui l'a tué. Alors, et tout va bien au Togo. 145, 145, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que vous avez les conclusions de ces enquêtes. Les enquêtes sont Credo, Adjé, personne ne peut encourager. Vous n'avez pas la parole. Quelqu'un. Adjé Tété, vous parlez que quand je vous donne la parole. Non, c'est parce qu'il m'a interpellé. C'est parce qu'il m'a interpellé. Vous attendez, vous le répondez. Respectons le temps de parole. Absolument, vous l'attendez, vous le répondez. Respectons le temps de parole et soyons courtois les uns et les autres. Il joue sa survie. C'est très important. Moi, je joue pas la Non, moi je pense que ce n'est pas une question de survie, mais c'est parce qu'il vous lui répondez quand il aura fini. Vous lui répondez quand il aura fini, s'il vous plaît. C'est très important. Avançons. Moi, Non, attendez, on avance. Oui. Mais j'essaie d'avancer, mais, non, attendez, mais j'ai entendu une légorée, c'est un troll. Il faut qu'on avance. C'est une musique qu'on entend comme ça, mais qui n'est pas la réalité. 2020. Oui. Le Togo tient une élection présidentielle. Oui. 2020. Oui, 2020. Je suis journaliste, j'ai fait des émissions sur... On a souvent fait des émissions. Sur le Togo. Au soir de la proclamation, non, de l'élection, de la proclamation des résultats, effectivement, Jean-Pierre Fabre, j'ai le communiqué. Un brontosaure de la politique de l'opposition togolaise. Ce n'est pas n'importe qui, Jean-Pierre Fabre. C'est le premier des opposants. Il a été chef de file de l'opposition togolaise pendant de longues années. Voilà. Bon, peu importe. Laissez-moi poser la question. D'accord. Jean-Pierre Fabre a été le premier à avoir reconnu la victoire du candidat Faure Gnassingbé. Son parti politique. Non, mais je vais dire, il est cohérent. Je suppose que c'est des gens normaux qui fonctionnent de façon cohérente. Voilà. C'est ça. Il a été le premier. Voilà un opposant historique qui, le premier, reconnaît la victoire à l'élection présidentielle du président sortant.
C'est pas difficile dans ces conditions. Non, il n'a pas reconnu la victoire du président sortant. Hein. Non. Si. Il a reconnu la victoire de l'opposant qui s'est présenté contre Faure Gnassingbé. Il a reconnu la victoire de Agbayome. Mais non, il n'a pas été solidaire de lui du tout dans son combat pour la vérité des unes. Après, ça c'est vous qui le dites. Moi, je ne vais pas rentrer dans votre cuisine, mais le communiqué oui. de l'ANC a dit que le premier tour a été remporté par le candidat Agbayome. Et pourquoi pas allez demander ça. C'est l'admettre, ça. Non, mais oui, il a admis. Il a admis qu'Agbayome a gagné des élections dans un communiqué. Non, je vais dire Agbayome se bat aujourd'hui seul pour ce qu'il considère comme étant la vérité. Je ne suis pas dans cette vérité des unes. Voilà. Puisque vous avez parlé des élections, c'est pour ça que moi je pose la question. Ah non, c'est pas moi qui ai parlé des élections. Mais vous parlez d'élections démocratiques. Vous avez dans la première partie parlé d'élections démocratiques. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser et dire qu'au Togo, mais ça c'est une question concrète, quelques éléments concrets, qu'au Togo, les élections ne sont pas démocratiques. Quelques éléments, pour qu'on en débatte. On vous dira s'il y a des éléments. Au nom de Synergie Togo, qui est un think tank qui travaille depuis 20 ans sur les élections au Togo, nous avons fait tout un rapport circonstancié sur les conditions d'une bonne élection en Afrique et principalement au Togo. Les Togolais n'ont pas de carte d'identité. Pardon ? Les Togolais, beaucoup de Togolais. Ah, il faut. Non, mais laissez-moi. Oui. Vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. Oui, d'accord. Si vous ne comprenez pas pourquoi. Beaucoup, oui. Mais la majorité des Togolais n'ont pas de carte d'identité. Beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. On fait les cartes d'électeurs sur témoignage. Des cartes d'électeurs pour aller à des élections sont faites via les témoignages de chefs de village ou de quartier, et tout, etc. Donc, vous imaginez bien que... Donc, le dernier recensement, c'était... C'est du pipeau. C'est du pipeau. Voilà. C'est du pipeau. On a même dû faire un rapport... Synergie Togo a fait un rapport dans lequel il avait découvert 400 000, une distorsion de 400 000 électeurs dans le fichier électoral des élections de 2015, si je me rappelle, qui a été plus ou moins corrigé. Mais donc, tout est bidonné. Même aujourd'hui, ils sont en train de préparer les élections au Togo. Tous les Togolais n'ont pas de carte d'électeur. Et comme je vous le dis, je ne comprends pas toujours comment on peut faire une carte d'électeur à quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance et de pièce d'identité. Donc, vous comprenez que le système est biaisé. Que faut-il faire ? C'est quoi la solution pour vous ? Mais revenir au principe de base. C'est-à-dire ? One man, one vote. Et pour qu'un homme puisse voter, il faut qu'il puisse avoir sa carte d'identité et que le fichier électoral soit un fichier électoral correct, non bidonné, que tout le circuit de proclamation des résultats soit clair. Pourquoi on peut faire une élection dans un bureau de vote et on ne proclame pas le résultat du bureau de vote? Où est-ce que vous avez ça? Ça, c'est un point important, ça, professeur. Vous allez centraliser. La question, les processus électoraux, la question de la transparence des processus électoraux. On retourne toujours sur la robustesse des institutions. C'est toujours la question de la robustesse des institutions. Et quand on parle des institutions, la Constitution est une institution. Voyez-vous ? Donc, si la Constitution est une institution, il faut qu'elle soit correctement rédigée. Par ailleurs, je crois que le problème fondamental qui se pose dans les pays africains de manière générale, c'est celui d'abord de l'alternance démocratique qui est liée justement au mode de rédaction aussi des constitutions. Si l'on regarde par exemple certaines grandes nations, vous avez cela dit, il y a des États sur le continent où les élections sont transparentes, des États qui sont proprement élus. Ne payons pas non plus le tableau tout en noir sur le continent. Ce n'est pas mon intervention. Moi, je vous parle de la robustesse des institutions. C'est ça. Si vous posez le problème qui est celui, vous savez, quand on a imaginé qu'il fallait peut-être modifier la Constitution en France pour que Macron se présente au 3e mandat. Voyez-vous, on a dit, mais il est fou, cet ancien président de l'Assemblée nationale, de quoi il parle, c'est n'importe quoi, etc., etc. Regardez ce qui s'est passé au niveau des États-Unis. Donc en réalité, la question au niveau de Togo, par exemple, et en Afrique de manière générale, quand je parlais, c'est de la robustesse des institutions. Si d'entrée de go, il est écrit sur le plan constitutionnel qu'il n'y a que 2 mandats, et c'est que 2 mandats. Il ne faut pas qu'il y ait en fait des passagers clandestins du type je vais modifier,
qu'on a appelé des constitutions, des coups d'État constitutionnels, etc. Moi, ce que je voudrais dire, en fait, vous nous avez invités pour nous entendre sur quelque chose, et j'ai mis l'accent sur la nécessité de la CEDEAO en tant qu'institution. Est-ce qu'elle fait correctement son travail? Et je suis allé plus loin pour dire que je suis de ceux qui demandent la dissolution illico presto de la CEDEAO pour qu'elle soit refondée de façon optimale, sans intervention externe. Toujours une organisation interétatique? Interétatique, parce que... Donc animée par des chefs d'État. Mais attendez, c'est pas parce que les chefs d'État, vous m'avez posé une question, je vais vous dire, il faudrait que nous résolvions ou que nous rédigions la charte de la CEDEAO conformément aux attentes du peuple, de telle façon que les chefs d'État n'aient que le choix d'exécuter ce que nous avions en tant que peuple voulu pour la dynamique évolutive de cette institution. Voilà. Ils ne sont que des représentants. Et puis pour vous compléter, les membres qui participent à l'Assemblée de la CEDEAO ne sont pas élus. Ils sont nommés par les présidents de la République. Non, vous voulez dire la commission. La commission. Mais c'est partout comme ça. Bon, enfin, écoutez, je voudrais que mon message... Mon message est tout autre. Mon message... concernant la CEDEAO. Non, peut-être que le professeur va repréciser son message et ça va nous faire avancer dans le débat. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'enfumage, ni je ne suis pas là pour faire de la communication. Alors, votre CEDEAO à vous la voulez comment? Non, la CEDEAO, nous, Togolais, on a des contentieux avec la CEDEAO. Ok. Et il faut la dissoudre. Vous êtes d'accord avec le processus? 2005, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple. 2015, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple. 2020, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple parce que quand les élections se sont passées au Togo, ça a été des forfaitures et toutes les doléances qu'on a fait à la CEDEAO, ils n'ont jamais statué en faveur de l'opposition ou du peuple. Mais il y a des personnages à la CEDEAO qui ont été nuisibles au Togo. Chambas, Monsieur Chambas, chaque fois qu'il est intervenu à la CEDEAO pour venir être l'intermédiaire entre le pouvoir et l'opposition togolaise, la CEDEAO a toujours refusé d'écouter la doléance du peuple togolais, je veux dire de l'opposition togolaise. Nous avons un problème avec la CEDEAO. Ça, on a bien compris, vous avez un problème avec la CEDEAO, il faut la dissoudre, dit le professeur David Asiba Johnson. Je vous donnerai tout à l'heure la parole, mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Frontal. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.